Bonjour, nous sommes le samedi 20 février et je voulais vous parler un petit peu des cycles économiques. Avant de vous parler de ce phénomène macroéconomique, euh, je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi ça a été choisi comme thème. En fait, c'est parce que avec certains amis en privé, euh, se poser la question mais est-ce qu'on n'a pas une confusion sur les cycles. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de déterminer les cycles? Et puis comment faire quand on descend, qu'on a déterminé dans ces cycles, quels sont les sous-cycles, quels sont les secteurs, quels sont les ETF, les actions et les produits dérivés à utiliser de la macro vers la microéconomie pour arriver à avoir une activité cohérente par rapport aux investissements et aux placements que l'on veut faire. Donc, c'est de répondre à ces questions. Euh, et avant de répondre à ces questions, je voulais vous dire qui je ne suis pas. Alors, je ne suis pas économiste, ça c'est clair. Je n'ai pas fait d'études en économie. Euh, je ne suis pas du tout pertinent, performant dans ce domaine. Donc ça laisse un doute évidemment sur ce que je vais vous dire et ça sera à vous de critiquer éventuellement ce que je vais dire. Il n'en reste pas moins que je suis passionné par ces situations et que je passe mon temps, pas mal de mon temps, un peu trop au regard de certaines personnes, à essayer d'apprendre, lire, et comprendre et analyser et m'adapter à ces situations. Voilà, donc on verra ce que c'est. Alors par contre, je peux vous dire un petit peu qui j'espère être ou qui j'espère devenir. Donc je suis plutôt quelqu'un qui a beaucoup travaillé le chartisme. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je suis effectivement aussi euh, passionné par tout ce qui est connaissance, apprentissage et partage de ces informations. Ce que j'espère devenir, c'est un véritable trader, pas forcément professionnel parce que je rêve pas d'en faire ma profession, mais d'être au peut-être un bon niveau pour arriver à faire quelque chose d'efficace pour moi et puis à nouveau le partager avec les autres, éventuellement si ça peut les intéresser. Voilà. Alors on va commencer tout de suite sur les cycles économiques. Étant donné que le sujet est très vaste, je pense que je serai amené à découper la vidéo en plusieurs parties. Cette première partie, j'ai commencé à la préparer. Je pense que je m'arrêterai quand on arrivera à la fin des sous-secteurs, si j'arrive déjà aux sous-secteurs, parce qu'il faut parler des cycles économiques, des sous-cycles économiques, et des secteurs économiques. Il faudra parler aussi un peu de l'inflation et l'immobilier, parce que mon objectif dans les ETF, ça sera de parler des ETF immobilières et de parler des ETF à haut rendement sur dividende, ce qu'on appelle les ETF aristocrates. Et pour ça, il faudra parler effectivement des secteurs d'activité, des industries, de l'inflation, des prix de l'immobilier, etc. Il y a beaucoup de choses à évoquer. Voilà. Alors on attaque par le haut de la liste. Je vous ai fait un petit plan, les cycles économiques. Donc le premier cycle, c'est la croissance économique en hausse avec une inflation inférieure à 2%. Classique. Donc là, les activités classiques, c'est travailler les actions et les obligations des pays entre guillemets civilisés. Ça veut dire l'Europe, les États-Unis ou les pays en fait qui sont à forte stabilité. Je dirais l'Australie, le Canada par exemple. Le Japon est un point particulier à part de à cause de ce qu'on a appelé la japonisation. J'essaierai de vous en toucher deux mots. Le deuxième cycle, c'est le cycle de croissance économique toujours en hausse, avec une inflation qui elle aussi est en hausse et qui dépasse les seuils des 2%. Je vous rappelle que ce seuil de 2% a été un objectif qui n'est pas forcément effectivement facile à tenir, hein, qui a été un objectif relativement apporté par les Européens euh, dans les critères de Maastricht où le déficit des États européens est de faire un déficit inférieur à 3%, d'avoir une inflation inférieure à 2%, etc. etc. Donc ce chiffre est devenu en quelque sorte un peu une règle, même s'il est difficile à respecter de la même manière que les déficits budgétaires.
Dans ce cycle de croissance en hausse avec une légère hausse de l'inflation, on travaille sur tous les actions et les obligations des pays émergents. Les obligations à taux variable qui ont un peu disparu du paysage actuel, mais il y en a encore quelques-unes, il faudrait que je recherche, mais bon, c'est un phénomène que je connais parce que j'ai connu ça très antérieurement. Donc ce sont des obligations qui s'adaptent en quelque sorte à l'inflation. Si l'inflation augmente, l'obligation voit son rendement augmenter et suivre l'inflation. Si l'inflation diminue, l'obligation voit son taux diminuer et se réadapter. Donc ça permet d'avoir une espèce de suivi au taux d'inflation pour les taux de rendement obligataires. On peut travailler aussi dans ce cycle les actions minières et les produits et les actions agricoles. Et l'immobilier est toujours aussi très présent dans ce cycle de croissance. Ensuite, on a les deux autres cycles qui viennent avec sont celui de la récession économique avec l'hyperinflation. Donc là, ça veut dire que la croissance est stagnante, voire régressive. Donc il y a une définition de la récession économique. Donc c'est effectivement des régressions pendant plus de 3 mois, voire des trimestres successifs, 2 trimestres successifs pour dire qu'on est en récession économique. Et avec des hyperinflations, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des taux à 2%, mais quelle définition sur l'hyperinflation? Est-ce que c'est 4%, 5%, 8%, 10%, 15%? Ou est-ce que c'est 30% comme en Turquie ou 45% comme en Corée du Nord, ou etc., etc. On verra ça. Dans ce cycle de récession économique, on travaille sur les obligations à taux variable. Là, ça devient obligatoire de travailler sur des taux variables, parce que sinon on perd de l'argent. Les obligations de pays émergents, bon, il faudra aussi redéfinir, c'est variable. Qu'est-ce qu'un pays émergent, hein? Bon, on peut toujours en discuter, il faudra en discuter un petit peu. On donnera que des pistes, hein. Euh, des activités d'investissement ou de placement sur l'or, sur l'argent, sur les actions minières, les matières premières et ce qu'on appelle en général les commodities. Donc vous voyez quand même que par exemple 2025, ça a été une période où euh, l'or, l'argent, les obligations et les ETF de pays émergents, les actions minières, les matières premières et les commodities ont quand même bien marché. Bah, c'est vrai que l'inflation était supérieure à 2%, que la croissance économique était toujours présente, mais légèrement, très légèrement en hausse. Voilà. Ouais, vous voyez déjà un peu la difficulté de savoir si on est dans la zone 2 ou la zone 3, mais je vais en reparler tout de suite dans les sous-cycles. Le quatrième cycle, c'est celui de la récession économique. Donc la récession économique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est effectivement finalement un effondrement de la plupart des secteurs d'activité, donc les actions, les obligations, l'immobilier, enfin tout y passe, parce que les gens ont peur, les obligations privées ne sont plus respectées, et donc la seule chose qui reste et sur lesquelles les gens peuvent avoir un minimum de confiance, ce sont les obligations d'État. On se repose sur quelque chose qu'on considère comme plus solide que soi-même, ou que les secteurs d'activité privée. Et puis, on a besoin aussi d'avoir le plus possible de liquidités pour pouvoir tout simplement acheter le panier de la ménagère. Voilà. Euh, donc ces liquidités sont importantes. C'est pour ça qu'on voit un petit peu disparaître l'or et l'argent dans cette récession économique, alors qu'en fait, souvent les liquidités viennent de phénomènes de vente, justement, des secteurs très défensifs que sont l'immobilier, l'or et l'argent. Voilà, c'est comme ça qu'il faut essayer d'interpréter un peu les choses. Alors on va passer ce qu'on appelle au sous-cycle, euh, parce que ça aussi c'est très classique. euh, et je vais vous décrire ce que les grands classiques évoquent dans les sous-cycles, et je vais être assez critique avec. Et je pense qu'il faut être un peu plus moderne que la définition classique. La définition classique, c'est un phénomène qui explique en fait que l'on passe d'un secteur à l'autre sur un mode un petit peu de rotation. Donc je vous montre un exemple très habituel, hein. Voilà.
c'est ça. Voilà. Donc, en fait, on a cette sensation qu'on va passer, en fait, d'un cycle, ce qu'on appelle justement là, qu'on pourrait appeler le cycle 2, c'est-à-dire une croissance économique. Ici, on voit une croissance économique en hausse, d'accord? De recouvrement, de récupération, de rebond, l'activité revient parce que l'inflation on a eu la déflation, on a eu la stagnation, la déflation. Donc l'inflation revient, elle réaugmente et on passe d'un cycle de hausse avec une inflation faible à 2% vers ce qu'on appelle des périodes plus ou moins de chauffe ou de surchauffe parce que l'inflation augmente et que les taux à nouveau d'inflation augmentent. Et on voit bien ici les commodités, etc. Puis on continue le cycle vers la stagflation. Hein. Je vous rappelle que la stagflation, c'est une période effectivement de régression économique, hein, voilà, de récession économique, et avec effectivement euh, de l'hyperinflation. Voilà. Et ensuite, l'inflation redescend. Voilà, on passe d'une zone d'inflation forte à une inflation très forte, et puis l'inflation false redescend et on continue. Et on a cette sensation qu'on tourne d'une manière comme dans le sens aiguille d'une montre. Toujours, d'ailleurs, les flèches, vous voyez, sont marquées comme ça, et ça, c'est le phénomène décrit classiquement. Voilà. Donc, je me permets de critiquer un peu ça, et je vous dirai même pourquoi je le critique. Euh, hop là. Et pourquoi je le critique? Je vais le laisser là, comme ça, si un jour si vous voulez le regarder, vous pourrez. Pourquoi je le critique? Parce qu'en fait, on se rend compte que depuis la modernité, on va appeler ça comme ça, en fait, si vous vous remettez dans cette période ici de croissance économique en hausse avec une inflation en hausse de simplement supérieure à 2%, vous dites, bah, ça correspondait à ce qu'on connaissait il y a quelques mois, les actions, les obligations, voilà, ça va bien, tout va bien, c'est pas catastrophique. Et puis d'un seul coup, aux États-Unis, à la suite du passage de Donald Trump, qui a pris des décisions qu'on imaginait pas formidables, je parle de son premier mandat, eh bien, les successeurs, et on ne va pas identifier trop les personnes, mais les successeurs ont décidé d'augmenter fortement les taux d'intérêt pour refroidir une hyperinflation qui est monté aux États-Unis à 6, 8, 9% à un moment. Voilà, en disant il faut qu'on arrive à ne pas aller dans la période 3 pour revenir dans la période 2, et si on peut être dans la période 2, revenir dans la période 1. Donc on n'est pas dans ce cycle 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais on est bien dans un cycle 2, 3, 3, 2. Et si on peut revenir en 1, bah, c'est toujours mieux, bah, évidemment, parce que le cycle 1 est le cycle idéal. Le cycle 2 est moins bon, mais il est quand même encore assez satisfaisant. Et puis le cycle 3, bah, ça commence à être assez désagréable. On a des croissances qui stagnent, qui vont de 2,5-3% pour les pays civilisés vers 2, 1,5, voire inférieur à 1. Et là, on commence à pu être dans une situation très confortable. Bon, voilà. Donc c'est bien pour vous montrer que cette notion de cycle rotatif, moi, je la conteste. D'ailleurs, d'autres personnes, c'est pas moi, évidemment, présentent des schémas de ce type-là. Alors, le schéma de ce type-là, il est fait de manière un peu différente. On voit bien qu'il y a un axe augmentation de l'inflation, donc on augmente l'inflation, d'accord? Et donc on est dans la période effectivement euh, de, où ici, si on est au point neutre, c'est le cycle 1 avec les obligations de pays développés, les actions de pays développés, on voit bien, c'est noté ici. Le boom déflationniste, je dirais que c'est là où on est dans la croissance, une croissance en hausse et une inflation faible, inférieure à 2%. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Et donc, si l'inflation augmente un petit peu, eh bien, on est toujours dans une zone effectivement de croissance, voilà, mais avec plus d'inflation. Et vous voyez bien que à ce moment-là, on est dans les actions de pays émergents, hors immobilier, matières premières, qui sont effectivement donc on pourrait dire la phase 2. Et puis phase 3, phase 4. On voit que là, ça tourne à l'envers, avec un petit peu les secteurs d'activité. Donc, voilà. Mais il y a quand même une autre explication à tout ça. On y viendra un petit peu sur le plan politique un peu plus tard, mais il faudra aussi qu'on en parle. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a parlé des cycles économiques, des sous-cycles, des phénomènes inflationnistes, on voit que c'est un élément très important, sont attachés et ont été décrits à ces cycles, ce qui permet de se retrouver dans où est-ce qu'on en est et vers quoi on tend et pourquoi, etc., etc. Donc je vais faire une petite parenthèse et après je vous montrerai effectivement euh, les secteurs d'activité, hein. Donc là on a fait les cycles, les sous-cycles, dans un sens ou dans l'autre, pas forcément circulaire, mais on a un cycle prépondérant, des sous-cycles pas prépondérants, et après on aura des secteurs. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est en ce moment? C'est ça la question, c'est bien la question que tout le monde veut se poser. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est dans le cycle 2 minimum? On n'est pas dans le cycle, on n'est plus dans le cycle 1. On n'est pas en croissance économique en hausse ou en forte hausse et en inflation inférieure à 2%. On n'y est pas. On n'y est plus. De mon point de vue, on n'y est plus. Mais c'est mon point de vue. Euh, Est-ce qu'on est encore en croissance économique en hausse dans les pays civilisés? Oui, mais pas partout. Est-ce qu'on est dans une inflation en hausse supérieure à 2%? Oui, bien que les chiffres qui viennent d'être publiés récemment, notamment en France, disent qu'on est à une inflation qui serait contrôlée et qu'on irait vers un 1,8. Ok, très bien. 1,8? Vraiment? On est vraiment dans une inflation projetée à 1,8? Il y a un gros doute. Vraiment, j'ai un peu de mal à entendre et à accepter ça, mais ce sont des chiffres officiels, donc on est obligé de les prendre en compte. Après, on verra si ça tient ou pas. Est-ce qu'on est dans une situation de récession économique dans les pays civilisés, encore une fois civilisés entre guillemets, et d'hyperinflation? Alors je pense qu'on y a été, c'est-à-dire qu'on, pas en récession économique, mais en croissance économique très faible, vraiment en tendance 1%, 0,5%, pas grand-chose de croissance économique, et une hyperinflation. C'est ce qu'on a connu aux États-Unis et ce qu'on a connu dans les suites, effectivement, d'éléments comme par exemple la crise des subprimes en 2008 ou la crise du Covid en 2021. Ces deux éléments intercurrents, survenus de façon brutale, entraînent des changements éventuellement de cycle ou projettent dans des sous-cycles. Donc, c'est la bonne question qu'il faut se poser quand un élément intercurrent assez violent arrive, c'est est-ce qu'il va nous entraîner vers un sous-cycle ou un changement de cycle, et donc sur une rotation des investissements à faire sur les secteurs d'activité qu'on verra après. Ok? Très bien. Et je reviens à nouveau vers le phénomène de je, entre guillemets, conteste cette notion de rotation ici, là, des cycles. Pourquoi? Parce que ce qui est devenu prépondérant depuis, je dirais, une très grosse décennie, ça a été la prise en compte de l'histoire économique par les économistes et par les personnages politiques, et que on a accordé aux banques centrales, la Fed ou la BCE, une indépendance et un pouvoir de décision pour essayer de maintenir toujours l'objectif 1. L'objectif des banques centrales, c'est la stabilité économique et d'emmener l'économie ou de ramener l'économie dans le secteur 1.
FMI, le Fonds monétaire international, est un organisme qui a des leviers d'action économiques et financiers pour ramener certains pays en grande difficulté, en général quand ils sont en récession économique, en déflation, en essayant de les ramener, si possible, vers moins d'inflation, voilà, puis une stabilité, puis éventuellement une croissance économique. Voilà. C'est tout à fait des objectifs de ces gros organismes, ces grands organismes qui ont quand même des pouvoirs et des capacités, des forces de frappe qui sont importantes. Voilà. Donc si actuellement on arrive à passer d'un sous-cycle à revenir dans un cycle éventuellement de croissance économique avec une inflation en hausse éventuellement supérieure à 2%. Je crois que c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans, parce qu'on était dans une très faible croissance économique et une inflation à 5-6%. Et si on arrive à revenir ici, ben, ça redonne un peu de stabilité en espérant un jour effectivement retourner à nouveau vers les phénomènes inférieurs à 2%. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un peu mon point de vue. Donc ça signifie que les banques centrales sont des éléments très dominants et très importants de l'économie. Cela signifie aussi que les phénomènes inflationnistes sont prépondérants sur les effets positifs ou négatifs de l'économie. Voilà. Et que on pourra, quand on a parfaitement déterminé nos cycles et nos sous-cycles, aller voir effectivement nos secteurs. Donc je vais vous parler, je vais vous présenter très rapidement les secteurs et après je vais vous montrer un site sur lequel vous pourrez aller vous promener et où je commencerai à vous parler un petit peu des vrais chiffres officiels d'inflation et je vous parlerai aussi un petit peu d'immobilier. Mais d'abord je vais vous présenter les secteurs d'activité. Alors on va mettre ça proprement l'un à côté de l'autre. Voilà, je vais vous mettre en agrandissement un peu ça, là, ici, et puis à côté, on peut mettre ce phénomène-là, voilà. Et puis ben là, très, très rapidement, ben, vous arrivez à faire le lien entre les deux plages. Donc, ici, alors, on a Recovery. Recovery, c'est en fait effectivement la croissance 1. Il y a des inversions de chiffres. C'est-à-dire que le 2 ici, c'est le 1 ici. On est en croissance qui démarre, de croissance d'activité économique, et on commence à nouveau à croître, et on a une inflation qui est faible. Et là, on voit très bien ce qui se passe dans les secteurs d'activité ici. On a une prépondérance pour le secteur de l'immobilier, les secteurs technologiques qui ont fait fureur et qui font toujours fureur, le secteur industriel, voilà, la finance, les consommations discrétionnaires. Je vous rappelle que les consommations discrétionnaires, c'est ce que souvent les gens appellent le secteur du luxe. Les secteurs des matériaux et de construction, bien évidemment, parce que ok, on va acheter de l'immobilier ancien, mais on va construire de l'immobilier moderne, et puis on va construire, apporter des matériaux pour relancer l'industrie. Euh, voilà, si on veut que l'industrie fonctionne, il faut des matériaux, de l'énergie parce qu'on commence une activité. Enfin, tout fonctionne correctement. On est dans la phase idéale avec une croissance économique et une inflation faible. Voilà, donc vous voyez tous les secteurs là qui sont intéressants. Après, quand on est dans l'expansion, voilà, on est dans toujours la croissance, voilà, mais avec ce qu'on appelle une surchauffe ou des surchauffes économiques et éventuellement une inflation qui augmente. Voilà. Donc on voit bien que certains secteurs en souffrent, comme l'immobilier, pas trop la technologie, un peu effectivement l'industriel, les finances souffrent un peu mais pas beaucoup, la consommation discrétionnaire en souffre beaucoup, dès qu'il y a de l'inflation,
Voilà, ça pose problème. Et puis surtout, là, le phénomène de consommation, là, vous voyez le panier, c'est le panier de la ménagère, comme on dit, hein. Le panier de la ménagère, lui, eh ben, il se restreint de 7% parce que l'inflation fait qu'on va consommer moins. Voilà, c'est ça là, le gros problème. Or, on sait très bien que l'activité économique et la consommation des ménages sont très fortement liées. Voilà. Donc, à partir du moment où l'inflation augmente, on est déjà dans une phase de dégradation, même si on la supporte très bien. Voilà, on la supporte très bien. Et puis, manque de peau, ça continue, on rentre dans le slowdown, c'est-à-dire une hyperinflation, la croissance devient tendance zéro, 1%, 1,5%, voire en dessous de zéro. Mais quand on est en dessous de zéro, on sera vraiment en récession, parce que la définition de la récession est comme ça. Mais là, on est dans des croissances très très molles. Or, on ne peut pas dire qu'actuellement les États-Unis soient dans une croissance folle. On ne peut pas dire que l'Europe ou la plupart des pays européens soient dans des croissances fortes ou folles. On est dans du slowdown. On est dans du slowdown. Et qu'est-ce qui se passe dans le slowdown? Et ça sera mon interrogation sur les ETF, les actions et le leverage. On voit bien qu'il y a une accalmie sur le secteur, effectivement, sur les secteurs, l'immobilier. Et que si on va plus loin que le slowdown et qu'on va vers la récession, on aura un problème vraiment important sur le secteur immobilier. Cette période-là est une période qui, à mon avis, est presque une... C'est une période où on dépasse la guerre économique, hein. Ici, on est dans une espèce de guerre hybride, guerre économique, je le dis volontairement, voilà, qui crée des désordres, des déséquilibres. On fait tout ce qu'il faut pour repartir vers l'expansion, mais on est dans une période de déséquilibre. Euh, le déséquilibre commence, on le sent. Voilà. Alors il reste l'activité technologique, il reste l'industriel, il reste toujours de la finance, parce que sans la finance on fait rien. Voilà. La consommation discrétionnaire, le luxe, badaboum. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur L'Oréal, LVMH, Kering depuis quelque temps, hein, voilà. Alors que la technologie, on commence seulement à voir effectivement qu'il se passe des choses négatives sur la technologie. On était en pleine période, en plein boom, 28%, puis 21%, et puis là, est-ce qu'on est justement, certains types de technologies ont perdu quand même énormément, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qui reste? Parce que il faut quand même essayer de faire passer l'essentiel. Bah, c'est le panier de la ménagère qui reste un élément essentiel parce qu'il faut vivre tous les jours. Il faut vivre tous les jours et consommer tous les jours. C'est l'alimentaire. Voilà, pas plus compliqué que ça, l'alimentaire. On se chauffe, on se nourrit. Euh, on se chauffe, on se nourrit, on essaye de se soigner et puis bah, le reste vient derrière, après. Voilà. Je vais vous parler un petit peu de la dernière phase, c'est la phase de récession, qui est une phase effectivement de récession économique, de ce que j'appelle guerre hybride, guerre économique ou éventuellement guerre physique. Bon, bah voilà, on peut dire que l'Ukraine, par exemple, en ce moment est en période de récession, d'hyperinflation, avec des inflations qui sont à 8-9% tous les ans, une récession économique, des dégâts qui ont lieu sur son industrie, etc. Bon, voilà, c'est pas tellement compliqué d'imaginer. Vous voyez que l'immobilier, catastrophe, parce que vous achetez de l'immobilier, vous prenez une bombe sur la tête, votre immobilier ne vaut plus rien. Même si vous aurez des compensations étatiques 15, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, vous perdez votre bien immobilier. Donc les gens ne vont pas aller acheter de l'immobilier. La technologie, là je suis pas trop d'accord, parce que actuellement, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a des secteurs de technologie hyper performants, par exemple les drones, pour se défendre. L'industrie, elle souffre beaucoup, mais elle se défend quand même aussi un peu. La finance, ben, on en a besoin. Consommation discrétionnaire, ça sert à rien. Les matériaux, il en faut pour faire tourner l'industrie, la technologie. Il faut de l'énergie, mais on va beaucoup moins consommer. Et il reste toujours le paquet positif. C'est le seul paquet positif, d'accord, qui reste, c'est le panier de la ménagère, parce il faut manger, se chauffer, se nourrir et éventuellement se soigner un peu, mais il y a aussi une dégradation très nette des phénomènes de santé. Voilà. Bon, j'ai fait un peu le tour de la question
cycle économique, sous-cycle économique, et présentation des secteurs. Moi, je vais peut-être m'arrêter là et puis je vous ferai une présentation peut-être sur l'inflation et l'immobilier dans la présentation numéro 2. Voilà, ça. N'hésitez pas à m'envoyer quelques informations. Je vais terminer par un dernier commentaire qui fera un peu l'introduction de l'inflation et des phénomènes immobiliers et des facteurs économiques. Je vais vous parler des États-Unis un petit peu. Parce qu'il y a des chiffres qui sont connus dans certaines spécialités, qui étaient mon ancienne spécialité professionnelle, et que j'ai vérifié avant de faire cette petite présentation, et qui sont très alarmants en fait pour les États-Unis. Je vais vous les livrer. Alors, en fait, on se rend compte que quand l'espérance de vie d'une société a des chiffres qui sont en diminution ou en inflexion, ne serait-ce qu'une stagnation de sa population, et aussi quand le taux de mortalité infantile, donc qui est le nombre d'enfants qui décèdent post-naissance, est en augmentation. Cela signifie que les fonctionnements de la société, de cette société, sont en grande difficulté et risquent très fortement, et l'histoire l'a montré, de rentrer en récession. D'accord? Donc, l'attitude que l'on voit, à mon avis, aux États-Unis, c'est pour moi un sauve qui peut avant quelque chose qui pourrait s'aggraver. Alors j'ai bien entendu beaucoup de gens, et je les entends, et je les écoute, et j'accepte une partie de leur discours. Je dis bien une partie de leur discours. Les États-Unis ne vont pas tomber en 3 mois, en 6 mois, etc. Mais les États-Unis, depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, sont quand même passés d'une croissance économique en hausse et une inflation faible à une inflation supérieure à 2, puis une inflation à 8, puis à des phénomènes qui ne sont pas de la récession économique ni de la déflation, mais les chiffres sont indiscutables. Donc l'espérance de vie aux États-Unis est en stagnation, voire en régression. C'est très important de le dire et de l'affirmer. Vous pouvez chercher, vous le trouverez dans les chiffres officiels. Et la mortalité infantile est en très forte hausse. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que actuellement, et je ne suis pas pro-russe, hein, je vais le dire 3 fois, je ne suis pas pro-russe. Non, vraiment, je ne suis pas pro-russe, bien au contraire. Pas du tout. La mortalité infantile en Russie, si les chiffres sont exacts, donc ouais, je mets des bémols, si les chiffres sont exacts, la mortalité infantile en Russie est inférieure à celle des États-Unis, et l'espérance de vie en Russie est en train de dépasser celle des Américains. Donc on est en face de quelque chose qui historiquement a toujours prouvé qu'il y aurait des gros problèmes effectivement à venir. Bon, ça n'explique pas que je sois sorti de 50% de mes positions d'investissement, mais je me suis dit qu'on était probablement en fin d'un sous-cycle matières premières commodités. Pas encore, mais qu'on commençait à sentir des signes de plafonnement et qu'on allait peut-être entrer dans un autre sous-cycle. Alors soit on va revenir vers quelque chose de tout à fait intéressant et je pourrais me repositionner, soit on va entrer dans une stagnation, on ne sait pas de quel côté on va tomber. La dernière information qu'on a concernant les attitudes excessives du gouvernement américain concernant la technologie d'abandon du multipartisme et de la régression sur soi-même conduit à un échec évident de cette politique des taux qui a été condamnée et désapprouvée par la Cour suprême à 6 voix contre 3.
Donc il y aura probablement encore des règlements économiques à venir. Donc 340 milliards de taxes engrangées par les USA, dont 170 milliards euh, en quelque sorte illégalement et qui seront probablement contestés. Premier point. Deuxième point, les chiffres de l'inflation ne montrent pas de baisse de l'inflation aux États-Unis. On n'est pas dans des augmentations puisque la prévision c'est passé d'une inflation de 2,8 à 2,9. Donc ok. La prétention de dire que la balance commerciale américaine qui est déficitaire de 1260 milliards de dollars sera gommée en 2026 par le gouvernement américain actuel me paraît au minimum totalement irréaliste, voire un mensonge. Ce n'est pas parce qu'on répète et qu'on affirme sans cesse, suivant une méthode Coué, que tout va s'arranger, et que on fait basculer l'économie. Voilà. Les faits sont là, ils ont la vie et la peau très dure. On verra la suite, mais personnellement, je deviens de plus en plus méfiant et attentif à ce qui se passe. Voilà, je m'arrête là. Et prochaine fois, je vous parle de l'inflation, des prix de l'immobilier et puis des ETF, des actions, certaines actions dans le secteur immobilier et des dividendes, et puis des produits éventuellement dérivés. Allez, je vous souhaite un excellent week-end sans stress.